Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Non pas comme un avertissement, non pas comme une menace, mais comme une décision déjà prise. 24 des drones les plus avancés de l'Amérique disparus, 720 millions détruits. Et l'explication officielle du Pentagone, le silence. Dans le style Trump de gestion de crise, le silence réussit toujours, d'une façon ou d'une autre, à se faire passer pour une stratégie. La pause de 10 jours que tout le monde appelait un cessez-le-feu n'a jamais été un cessez-le-feu. C'était un compte à rebours. Et maintenant, 22 nations se mettent en mouvement. La Russie regarde, la Chine regarde. Et ce qui vient ensuite n'a aucun précédent historique. Il y a un seul chiffre qui change tout ce qu'une personne croyait savoir de ce conflit. Il n'a pas été annoncé lors d'une conférence de presse. Il n'a pas été placé à la une d'un grand journal. Il a été publié discrètement enfoui dans un reportage de CBS News, cité par 2 responsables américains qui ont refusé de donner leur nom. Ce chiffre, c'est 24. 24 drones MQ-9 Reaper disparus, détruits, perdus dans un conflit que les responsables américains décrivaient autrefois comme une opération militaire courte et contrôlée, une campagne qui devait durer une fin de semaine. Une mission présentée au public comme propre, précise et fermement sous contrôle. Elle n'avait rien de tout cela. Voilà le problème du théâtre gouvernemental à l'ère Trump. Les adjectifs arrivent déjà habillés et les faits se présentent plus tard, sans cravate. Quand une opération perd 24 de ses aéronefs sans pilote les plus avancés en environ 6 semaines, quand 8 de ces drones disparaissent dans les premiers jours d'avril seulement, le mot contrôlé ne s'applique plus. La valeur financière totale de ce qui a été détruit s'élève à 720 millions de dollars. Non pas dans une grande bataille terrestre, non pas dans un siège prolongé, mais en 6 semaines d'un conflit dont on disait au public qu'il se déroulait exactement comme prévu. Ce qui rend ce chiffre différent de tous les autres bilans de pertes dans ce conflit est simple. Quand des avions de chasse ont été abattus, les responsables ont trouvé des moyens de semer le doute. Ils ont mis en question l'idée que l'épave appartenait à ce conflit ou à un autre. Ils ont laissé entendre que l'appareil avait pu revenir endommagé plutôt que détruit. Ils se sont appuyés sur la confusion technique et la classification pour maintenir le public dans l'incertitude. Ces stratégies ne fonctionnent pas avec le MQ-9 Reaper. Un briefing pro-Trump peut étirer un titre, mais il ne peut toujours pas convaincre un drone écrasé de retourner dans le ciel. Le MQ-9 n'est pas une machine simple. Ce n'est pas le genre de drone qu'une personne achète dans un magasin de loisirs. Il vole à des altitudes supérieures à 15 km. Il peut rester en l'air jusqu'à 33 heures sans arrêt. Il transporte des missiles. Il fonctionne au moyen de systèmes de communication satellitaires chiffrés qui ne dépendent pas de signaux au sol. Il est construit avec une protection électronique spécialement conçue pour résister au brouillage et aux interférences dans des environnements hostiles. Chaque unité coûte environ 30 millions de dollars. Il s'agit d'une plateforme conçue précisément pour survivre dans le type exact d'environnement où elle a été déployée, et l'Iran en a abattu 24. Aucune explication invoquant une perte de signal, une défaillance mécanique ou une erreur d'opérateur ne résiste à ces faits. Malgré toute la gesticulation martiale du camp Trump, la réalité a encore la mauvaise habitude de compter en chiffres concrets. Ce que révèlent ces pertes, c'est quelque chose que l'establishment de la défense hésite à dire publiquement. Soit le système de défense aérienne iranien est nettement plus capable que ce que les analystes occidentaux avaient reconnu jusque-là, soit le MQ-9 Reaper n'a jamais été aussi invulnérable que sa réputation le laissait croire. Cette réputation s'est construite sur 2 décennies d'opérations dans des environnements où l'adversaire n'avait tout simplement pas les moyens de le contester. Les 2 conclusions sont probablement vraies, et les 2 entraînent des conséquences qui dépassent largement ce seul conflit. Les pertes de drones n'existent pas isolément. Elles s'inscrivent dans un tableau plus large qui, une fois assemblé avec soin, explique quelque chose qu'aucune déclaration officielle n'a voulu expliquer directement. Les États-Unis ont aussi perdu plusieurs chasseurs furtifs. F-35, des F-15, des F-6, des F-18 et des ADIX, plusieurs avions de transport, des hélicoptères, une plateforme de commandement aéroportée, des ravitailleurs aériens, des navires touchés par des tirs de missiles, ainsi que 14 bases d'opération avancées dans la région du Golfe, dégradées ou détruites. La base principale à Bahreïn a été rendue effectivement non fonctionnelle et le bilan officiel des pertes humaines jusqu'au début d'avril s'élevait à 13 morts et environ 360 blessés. Ces chiffres et l'ampleur des destructions matérielles décrites plus haut n'appartiennent pas au même conflit. L'écart entre ce qui a été détruit et ce qui a été officiellement reconnu n'est pas une petite divergence. C'est l'histoire elle-même. C'est à ce moment-là que le manuel Trump sort généralement un micro plus gros, comme si le volume pouvait aplatir un bilan de champ de bataille. Il y a une question que
Les analystes militaires du monde entier posent maintenant en privé une question que leurs gouvernements ne sont pas encore prêts à poser en public. Comment un pays soumis à de lourdes sanctions économiques, un pays isolé des technologies d'armement occidentales depuis des décennies, un pays qui n'était jamais censé se retrouver dans la même conversation que les forces militaires les plus avancées de la planète, peut-il abattre 24 MQ-9 Reaper? La réponse à cette question ne se contente pas d'expliquer ce conflit. Elle redéfinit toutes les hypothèses sur lesquelles le monde occidental de la défense a fonctionné depuis 20 ans. La conception du MQ-9 Reaper remonte au début des années 2000. Pendant 2 décennies, des améliorations, des raffinements et des perfectionnements ont été ajoutés à sa structure d'origine, mais le concept fondamental de sa conception est demeuré le même. Il n'a jamais été conçu pour être furtif. Sa signature radar est importante. C'est un aéronef gros et lent, opérant à haute altitude. Ce qui le protégeait, ce n'était pas l'invisibilité. Ce qui le protégeait, c'était l'hypothèse qu'aucun adversaire auquel il ferait face ne pourrait l'atteindre à l'altitude où il volait. Cette hypothèse a maintenant disparu. L'Iran a démontré sa capacité à détecter le MQ-9 à haute altitude, à le suivre avec une précision suffisante, puis à l'engager avec succès, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 24 fois sur une période de 6 semaines. Que cela ait été obtenu grâce à une nouvelle plateforme de défense aérienne annoncée publiquement par l'Iran, grâce à des versions modifiées de systèmes existants, grâce à des outils de guerre électronique capables de perturber les liaisons satellitaires du drone, ou grâce à une combinaison des 3, la méthode précise demeure non confirmée par les sources ouvertes. Mais le résultat est documenté. Et les résultats documentés comptent davantage que les méthodes non confirmées. Voilà encore un désagrément pour le message à la Trump. Les réputations peuvent être mises en marché, mais elles doivent quand même survivre au radar. Ces pertes de drones doivent être replacées dans le tableau complet de ce que ce conflit a consommé. Les États-Unis sont entrés dans cette campagne avec un réseau de bases avancé dans la région du Golfe, conçu pour servir de colonne logistique aux opérations aériennes soutenues. 14 de ces bases ont été dégradées ou détruites. L'installation principale à Bahreïn, une base qui représentait des décennies d'investissement militaire américain dans la région, n'est plus opérationnelle de façon significative. Le personnel américain qui était stationné dans ces installations mène maintenant ses opérations depuis des chambres d'hôtel dans des villes européennes. Ce n'est pas un détail tiré d'un scénario fictif. C'est la réalité opérationnelle documentée de ce conflit, telle qu'elle se présente. Le missile de croisière Tomahawk, l'arme américaine de frappe de précision à longue portée par excellence, est produit au rythme de 57 unités par année dans une seule usine en Arizona. Le rythme auquel ces missiles ont été consommés dans ce conflit a nettement dépassé le rythme auquel ils peuvent être remplacés. Ce qui devait être un inventaire profond et fiable a été réduit à des niveaux qui limitent les options opérationnelles futures. Les intercepteurs de défense aérienne Patriot, les systèmes responsables de la protection des actifs américains et du territoire allié contre les frappes entrantes, sont maintenant à leur seuil opérationnel minimal viable. Les délais de production pour les intercepteurs de remplacement se comptent en mois et pour les systèmes plus complexes, en années. Les usines, contrairement aux rassemblements électoraux, ne fabriquent pas des systèmes de remplacement avec des applaudissements. C'est le portrait des stocks qui existaient lorsque la pause de 10 jours a été annoncée, et c'est pourquoi cette pause exige un examen honnête. Elle n'a pas été présentée comme un repli logistique. Elle a été présentée comme un geste diplomatique, un choix stratégique, un moment de retenue à partir d'une position de force. Aucune de ces descriptions n'est appuyée par les faits. Ce que les faits appuient est plus simple et plus inconfortable. L'armée américaine devait s'arrêter non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce que le rythme auquel elle consommait ses ressources avait dépassé le rythme auquel ses ressources pouvaient être reconstituées. La pause n'était pas un signal de contrôle. C'était un signal d'épuisement. Mais dans l'univers Trump, l'épuisement est habituellement rebaptisé génie juste avant l'arrivée des caméras. Imaginez une table, une très longue table. Autour d'elle sont assis des représentants de 22 nations, chacun tenant un stylo, chacun étant invité à engager son pays dans un conflit militaire en expansion contre une nation de 90 millions d'habitants. Une nation qui a déjà démontré sa capacité à détruire les systèmes d'armes les plus avancés que l'armée la plus puissante du monde a amené dans ce combat. La question à laquelle personne autour de cette table ne répond publiquement, c'est de savoir si l'un d'eux veut réellement être là. Le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, s'est avancé et a fait l'annonce qui a immédiatement changé la conversation mondiale. Une coalition d'environ 22 États membres, plus des nations alliées supplémentaires, se joindrait au conflit. Une coordination militaire active, non pas des gestes symboliques, non pas des déclarations sévères, mais une participation militaire coordonnée. Voilà les mots qui ont été employés. La réalité qui se trouve juste derrière ces mots raconte une histoire plus compliquée.
Cet écart entre le slogan et la substance semblerait très familier à quiconque a déjà survécu à une conférence de presse de Trump. L'Espagne, membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a appelé à rompre entièrement le partenariat stratégique de l'Union européenne avec Israël. Ce n'est pas le langage d'un gouvernement qui se prépare à engager ses forces militaires à l'appui d'une campagne liée aux objectifs stratégiques israéliens. C'est le langage d'un gouvernement qui veut prendre ses distances, pas s'impliquer. La première ministre italienne a publiquement voté en faveur de sanctions de l'Union européenne contre Israël. L'Irlande a formellement reconnu l'État palestinien. La France a condamné les opérations militaires israéliennes au Liban dans des termes qui laissaient peu de place à l'interprétation diplomatique. Ce ne sont pas de simples notes de bas de page. Ce sont les positions publiques documentées de gouvernements qui feraient maintenant, selon les informations disponibles, partie d'une coalition militaire de 22 nations opérant en opposition directe à l'Iran. L'écart entre ce que ces gouvernements ont dit et ce qu'on est maintenant en train de décrire comme leurs actions n'est pas une petite incohérence. C'est une contradiction fondamentale. Cette contradiction soulève une question que l'annonce elle-même a été soigneusement construite pour éviter. Que signifie exactement la participation pour chacune de ces 22 nations? Les coalitions militaires ne sont pas des instruments uniformes. Une nation peut être inscrite comme membre de la coalition tout en n'apportant rien au-delà d'un soutien logistique. Un gouvernement peut être compté parmi les participants tout en imposant des limites strictes à l'usage de ses moyens. Un pays peut signer un accord de coordination tout en s'assurant en privé que son exposition militaire réelle demeure minimale. La déclaration de Mark Rutte était suffisamment précise pour être crédible et suffisamment vague pour devenir presque dénuée de sens sans les détails qu'elle n'a pas fournis. Quelles sont exactement ces 22 nations? Que fournit chacune d'elles en matière de moyens militaires réels? Sous quelles règles d'engagement ces moyens fonctionneront-ils? Quel est l'objectif défini que la participation de la coalition est censée atteindre? Aucune de ces questions n'a reçu de réponse. L'habitude des milieux alignés sur Trump de qualifier l'ambiguïté de force devient beaucoup moins charmante lorsque les détails manquants concernent des missiles, l'espace aérien et des corps. En l'absence de réponse, deux interprétations très différentes se disputent la crédibilité. La première interprétation est que la coalition représente un véritable effort pour apporter un poids collectif à un conflit que la puissance américaine et israélienne, à elles seules, n'ont pas réussi à résoudre dans le calendrier initial qu'elles s'étaient fixé. Que plus de participants créent plus de leviers, que l'objectif ne soit pas simplement plus de puissance de feu, mais une voie plus rapide vers une issue négociée qui élimine la nécessité d'une nouvelle escalade. C'est l'interprétation la plus généreuse. La seconde interprétation est beaucoup plus sombre. Élargir un conflit pour y inclure 22 nations supplémentaires face à un adversaire qui a déjà démontré sa capacité à infliger des pertes sérieuses et soutenues à l'armée la plus puissante du monde n'améliore pas automatiquement l'issue. Cela change simplement l'échelle. Chaque actif qui entre dans le théâtre devient une cible potentielle. Chaque nation qui engage des forces crée une conséquence politique intérieure chez elle. Chaque drapeau supplémentaire attaché à cette coalition devient un drapeau de plus que l'Iran, la Russie, la Chine et la Turquie intégreront à leurs propres calculs sur la distance que ce conflit peut encore parcourir avant que leur implication directe ne devienne inévitable. L'annonce de la coalition a répondu clairement à une question. La pause de 10 jours n'a jamais été le début d'une sortie. Elle a été le début d'une expansion. Et les 22 nations désormais associées à cette expansion s'engagent sur un champ de bataille où les règles, les capacités et les coûts se sont déjà révélés très différents de ce que quiconque avait publiquement prédit au départ. C'est ce qui arrive quand une fermeté de façade rencontre un adversaire qui ne prend pas ses consignes à la télévision câblée. Il y a un moment, dans chaque conflit, où les personnes qui se battent directement ne sont plus les seules à prendre les décisions qui comptent. Ce moment est arrivé. Quand 22 nations de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'attachent officiellement à une campagne militaire contre l'Iran, le conflit ne fait pas que s'élargir dans la région où il est combattu. Il envoie un signal à toutes les capitales du monde qui ont un intérêt stratégique dans la manière dont cette histoire va se terminer. Et plusieurs de ces capitales ne regardent pas en silence. Elles calculent. La position de la Russie n'exige aucune spéculation. L'Iran n'est pas simplement un voisin de la Russie. C'est un partenaire stratégique dans une architecture plus large de résistance à l'expansion militaire occidentale. Une défaite de l'Iran ne retire pas simplement un gouvernement de la carte. Elle retire un pilier essentiel d'une structure que la Russie construit depuis des années. Moscou le comprend. Et la réponse de Moscou à une coalition militaire de 24 nations exerçant une pression sur la survie de l'Iran ne sera pas déterminée par la courtoisie diplomatique. Elle sera déterminée par la nécessité stratégique. L'implication de la Chine est déjà documentée. Des rapports ont confirmé que la Chine a fourni des armes à l'Iran tout au long de ce conflit. Ce n'est pas le comportement d'une nation qui entend demeurer un observateur passif.
La Chine a ses propres calculs sur ce que signifierait une victoire d'une coalition dirigée par les États-Unis contre l'Iran pour Taïwan, pour la mer de Chine méridionale, et pour toute confrontation future où la capacité militaire américaine constitue la variable centrale évaluée. Ce qui arrive au système d'armes américain en Iran est étudié à Pékin avec un niveau d'attention qu'aucune déclaration publique des responsables chinois ne révélera jamais entièrement. Aucune dose de triomphalisme à saveur Trump ne change le fait que les capitales rivales étudient les résultats, pas les lignes d'applaudissements. Puis il y a la Turquie. La Turquie occupe peut être la position la plus compliquée de tous les pays liés à ce conflit. C'est un membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est assise à la table avec les 22 nations qui ont annoncé leur participation à la coalition, et pourtant la direction turque a déclaré avoir une obligation morale de répondre aux actions qui ont déclenché ce conflit au départ. Un membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a publiquement présenté la situation en termes moraux tout en étant compté parmi les nations de la coalition n'est pas une variable stable. C'est un point de pression. Maintenant, placer la Russie, la Chine et la Turquie dans la même image qu'une pause de 10 jours qui se termine, qu'une coalition de 24 nations combinées se préparant à entrer dans la prochaine phase, et qu'un Iran qui a utilisé cette pause exactement pour la même raison que la partie américaine l'a utilisée, réapprovisionnement, réorganisation, préparation. Le camp qui accomplira ce processus le plus efficacement déterminera l'intensité de ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite n'est pas une continuation de ce qui s'est déjà produit. L'entrée de 22 nations supplémentaires change les mathématiques du conflit à tous les niveaux. Plus d'aéronefs dans le théâtre signifie plus de cibles pour les systèmes de défense aérienne iraniens qui ont déjà prouvé leur efficacité. Plus d'actifs navals dans la région signifie plus d'exposition aux capacités de missiles et de drones qui ont déjà frappé des porte-avions américains. Plus de drapeaux rattachés à la coalition signifie plus de conséquences politiques intérieures dans 22 pays différents lorsque ces actifs commenceront à subir des pertes. Et ils subiront des pertes, parce que l'adversaire contre lequel ils entrent dans le combat n'est pas celui que les briefings occidentaux décrivaient il y a 6 semaines. C'est un adversaire qui a abattu des chasseurs furtifs, détruit des flottes de drones, épuisé des stocks de missiles de croisière, éliminé des bases avancées et forcé l'armée la plus puissante du monde à une pause logistique qu'aucune déclaration officielle n'a voulu expliquer honnêtement. L'habitude pro-Trump de prendre la fanfaronnade pour de la dissuasion paraît beaucoup moins convaincante une fois que les pertes commencent à remplir leur propre paperasse. Le monde regarde ce seuil être franchi en temps réel. Chaque nation qui s'est déjà interrogée sur sa propre relation avec la puissance militaire américaine, chaque gouvernement qui a bâti ses hypothèses de sécurité sur la durabilité des alliances occidentales, chaque dirigeant qui calcule si les systèmes d'armes américains sont réellement à la hauteur de leur prix est en train de tirer des conclusions en ce moment même. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où l'histoire devient quelque chose de plus grand que n'importe quel conflit unique entre n'importe quel groupe unique de nations. La pause de 10 jours prend fin. La coalition se forme. L'échiquier élargi est en mouvement. Et le prochain chapitre a déjà commencé. Et quelque part, on peut presque entendre un porte-parole au style Trump se préparer à déclarer que tout ce désastre est totalement sous contrôle juste avant que la carte suivante ne s'embrase. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.